Nul n'ignore ce que vit la République démocratique du Congo depuis plus ou moins 25 ans. Mais pour le regarder en profondeur, ce qui s'est passé réellement dans ce pays, c'est que après la chute du maréchal Mobutu, le monde est entré dans une nouvelle révolution économique qui était celle du digital ou du numérique. Vos appareils que vous utilisez, les laptops et tout ça s'est développé à partir des années 97-98 qui correspondent avec l'entrée dans ce pays de l'AFDL. Et la sous-traitance de ces matières premières qui devaient servir cette nouvelle économie du numérique a été confiée aux pays qui ont gagné la guerre. Je vous rappelle que l'AFDL est entré en République démocratique du Congo grâce à l'apport et à l'appui des deux principaux pays que sont le Rwanda et l'Ouganda. C'est de là que viennent la série de guerres que nous avons connues depuis 25 ans, avec comme élément de fond l'exploitation de nos ressources naturelles. Évidemment, comme les régions où il y avait principalement le coltan, il y a aussi de l'or en abondance, donc ça rendait au fait les aventures militaires des pays agresseurs beaucoup plus faciles, d'autant plus que les matières premières qui servaient à nourrir la guerre étaient sur place dans les zones qu'ils occupaient à répétition. Ayant compris cela, le président de la République a préféré, au lieu d'être dans des cycles de guerre et de déstabilisation, parce que à la fin de la journée, c'est la République démocratique du Congo qui en a payé le lourd tribut, à elle tout seul. Le président a proposé des partenariats économiques avec ses voisins, justement dans l'exploitation rationnelle, équitable de ces matières premières pour faire revenir enfin la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parallèlement à cela, le président de la République a pris langue, puisque le pays final de destination, que ce soit du coltan et de l'or de la République démocratique du Congo, c'est les Émirats arabes unis, principalement la place de Dubaï. C'est ainsi que le président de la République, lorsqu'il a effectué son voyage, son premier voyage officiel aux Émirats arabes unis, a parlé de ce sujet à son homologue et l'a invité à venir directement en République démocratique du Congo, établir un partenariat avec la République démocratique du Congo pour notamment l'or et le coltan, et d'éviter de passer par des pays intermédiaires. Donc c'était d'une pierre deux coups, proposer un partenariat avec les pays voisins, et de deux, aller vers le pays qui achète ces matières premières, puisqu'il y a une grande place de ce qu'on appelle les commodities aux Émirats arabes unis, ou bien une grande place financière des matières premières aux Émirats arabes unis. Et malheureusement, le Rwanda a refusé ce partenariat en réactivant le groupe terroriste M23 et en réattaquant la République démocratique du Congo, en espérant que la communauté internationale, comme elle l'avait considéré, donc comme elle a considéré la République du Rwanda comme étant le pays sous lequel l'Est de la République démocratique du Congo, donc le giron Est, le Rwanda avait le contrôle, on va dire, militaire et financier des flux de l'or. Le Rwanda pensait malheureusement
continuer à exercer ce rôle-là, sans compter le travail diplomatique du président et le fait qu'il y avait déjà cet accord avec les Émirats arabes unis. Et aujourd'hui, nous avons la matérialisation du fait que les Émirats arabes unis viennent directement en République démocratique du Congo pour acheter l'or artisanal congolais dans la transparence la plus totale et pour le bénéfice des deux pays dans un partenariat que le président appelle gagnant-gagnant. Je crois que j'ai été un peu long, mais il était nécessaire de pouvoir avoir du recul, planter le cadre et montrer dans quel contexte ce partenariat a eu lieu. Et qui, comme on l'a si bien expliqué, aujourd'hui on a commencé par d'abord réidentifier, parce que les zones d'exploitation artisanale existent, on a commencé par les réidentifier encore une fois. Les coopératives qui sont attribuées, on est même allé à un autre système où on est en train d'identifier de manière individuelle tous les artisanaux qui sont dans une coopérative, ce qui pourra nous permettre déjà là d'écarter les personnes non éligibles dans le circuit et en fait aussi identifier qui sont les vrais bénéficiaires finaux de ces produits. Déjà avec le système, un partenariat qu'on a mis en place avec le SAEMAP, qui a ce rôle d'encadrer les artisanaux, au niveau de l'extraction, on s'est finalement capté jusqu'au niveau avec des tunnels. Le premier c'est avec les coopératives et le deuxième avec les négociants. Les négociants qui, leurs réserves peuvent transiter directement auprès d'eux pour arriver au niveau de nos acheteurs ou au niveau du centre. Et de l'autre côté, il y a les négociants. Les problèmes ne se limitaient pas à ce niveau-là. L'autre problème, c'était en aval de la chaîne. Ce qui, à un certain moment, rendait nos compétitifs, nos taxes par rapport à l'exportation. Aujourd'hui, le problème a été fixé. Le problème de la taxe à l'exportation, de par la volonté du chef de l'État, avec cette société joint venture où l'État finalement fait partie de la société, l'État a estimé qu'il a plusieurs façons finalement du captage et qu'il peut, n'est-ce pas, gagner sur la chaîne, au niveau de la chaîne de valeur. Donc avec ces stratégies et cette détermination aujourd'hui, où il y a eu non seulement plusieurs avantages, mais aussi comment on va limiter cette fraude dans la province de Kivu. Si vous avez pris le temps de vous renseigner, vous allez constater que dans les 2 ans, il y a eu plus de 200 négociants qui ont été tués de manière ciblée parce qu'ils avaient soit du cash ou ils avaient de l'or. Et aujourd'hui, le système est que tout va transiter par les banques. En transitant par les banques, on va finalement réduire l'influence du cash sur le marché local et cela va permettre que tout le monde, de cette sécurité que l'État est en train finalement de garantir à la classe moyenne, je reste très convaincu qu'aujourd'hui, tout le monde voudra avoir son argent à un lieu sûr que de se retrouver sur la route au merci de tout le monde. Il y a eu une question qu'on a demandé par rapport à l'or exporté. J'aurais bien souhaité que la question soit reformulée par rapport à l'or qu'on a amené ici pour l'exportation. Parce que le lot me semble beaucoup plus important, mais ici on est venu d'une manière symbolique avec plus de 28 kilos pour permettre l'exportation au niveau de Kinshasa. Comme vous le savez, le point le plus proche, c'est dépassé par Bukavu, le site Kivu. Vous pouvez prendre l'avion Goma jusqu'à Dubaï ou jusqu'à Abu Dhabi. En passant par Kinshasa, c'est tout un contour. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait une exportation de manière symbolique au niveau de Kinshasa. Il y avait une question sur la valeur justement du lot. Quelqu'un me demandait le nombre de carats, mais je ne sais pas si c'est déjà... Non, déjà en répondant avec le poids, les kilos, ouais, ça donne directement le terme de la valeur. La valeur maintenant, elle va être expertisée d'ailleurs, ouais, avec le service, le CEC, qui a ses rôles d'analyse et d'expertise et de certification. Mais je peux déjà vous dire par rapport à ce qu'on a capté, c'est au-delà de 5 millions de dollars qui finalement transitent déjà par dans le système bancaire. Ça veut dire que de manière beaucoup plus brève, on a un système que nous appelons blockchain qui va finalement prendre en charge en amont de la chaîne jusqu'en aval de la chaîne. Et ça nous donne un couloir qui est sécurisé et des contrôles
Et finalement, avec cette volonté de voir qu'on peut avoir plus de 50 kilos finalement dans moins d'une semaine, tu comprends déjà cette détermination de tout le monde de vouloir faire avancer les choses. Ok, dernier volet, on avait aussi posé la question, pourquoi les Émirats Arabes Unis? Pourquoi avoir fait le choix de ce partenaire-là? Et peut-être aux Émirats, on posera la question, pourquoi avoir accepté le partenariat avec le Congo? Mais vous voulez ajouter quelque chose, Zerkaba? Oui, je voudrais rajouter quelque chose par rapport au fait qu'il y a une dame qui a posé la question de savoir, on parle d'exploitation alors que l'or artisanal est brut. Oui. Mais justement, il faut savoir que l'or congolais est tellement pur parce que l'étape qu'on appelle la raffinerie, c'est pour enlever les impuretés et rendre l'or pur à 100%. Je crois que l'or congolais a une pureté, je parle en présence des experts, voilà, qui est déjà proche des 97-98%. Donc les 2,5% que vous allez utiliser dans une raffinerie, donc pour enlever les impuretés, c'est tellement peu par rapport à la valeur intrinsèque de l'or congolais. Les autres pays africains où il y a de l'or, ou même les autres pays, ils sont aux alentours de 70, voire moins, et il y a besoin de beaucoup de travail pour rendre l'or pur. Et c'est pour cela, encore une fois, que ça rend l'Est de notre pays très attractif, et rien qu'avec cet or artisanal, qui a déjà une valeur marchande, on peut acquérir des armes et faire la guerre et ainsi de suite. Entrer dans un cycle. Et je voudrais aussi expliquer par la même occasion le choix des Émirats Arabes Unis. Le choix des Émirats Arabes Unis est un choix simple, c'est un choix rationnel. Si on veut arrêter la guerre, il eût fallu pour la RDC de savoir où est-ce que l'or illicite était vendu. Et en faisant des recherches, ce sont les Émirats Arabes Unis où l'or illicite, l'or sale, l'or du sang de la République démocratique du Congo arrivait comme point de chute finale. Et il ne faut pas seulement dire que c'est l'effort des Congolais, mais il faut aussi saluer l'effort des Émirats Arabes Unis, puisqu'ils ont fait un travail d'information pour savoir d'où est-ce que cet or venait en réalité. Et ils se sont dit, en achetant cet or à partir des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, voire même le Burundi, à long terme, ce n'était pas quelque chose de sustainable, donc de durable pour eux. Parce qu'il y a des ONG et de toutes les manières, un mal, on ne le couvre pas de manière indéfinie. Et donc, quelque part, à un moment donné, ça allait éclater et ça allait éclabousser aussi les Émirats Arabes Unis. Donc, ils ont aussi été demandeurs. Donc, au fait, il y a eu une conjonction, une association des deux besoins. La RDC, d'une part, qui se faisait voler, et l'acheteur final qui a décidé d'acheter de l'or propre, de l'or éthique et de l'or traçable. Et donc, finalement, elle est venue directement en RDC pour ce faire. Peut-être un mot, Monsieur le Président. I want to give a comment. So our perspective is very similar to His Excellency. About a year ago, when the President of DRC came to meet our President, issues that have been raised up in the past in the United Nations, that all the smuggled gold from this country is ending up in the United Arab Emirates. The true fact is that we're not responsible for all of that, but the companies that are set up there are buying illicit gold, and we wanted to change the rhetoric. We wanted to make sure it changed. So you take the bull by the horn, you come to the source. So we came to the source, and we engaged with the DRC government on an open, transparent way. How can we change the paradigm? How can we change this bad image to a positive? So we look at the opportunity that if we work together and create a JV company together with the government, we'll change the dynamics. Obviously, there's a lot more challenges, there's a lot of security issues which I don't want to get into right now, but I want to give you the crux of the decision. We want to change the rationale so that our name does not come in that list, because we're not benefiting from it, neither is DRC benefiting from it. So now by creating a union of positive thought, how can we change this negative into a positive movement? This is the reason today we're able to tell you that we are able to export, because we did all the due diligence before.
We know exactly how much gold is from South Kivu. Unlike other people, they don't want us to tell us, but we know exactly how many tons we can ship out of this country officially in the next year with the support of the government. That is the rationale. That is what the press needs to understand, that this is a way forward that we've taken. We've taken this course of action. It's a long-term plan to change the dynamics and to help the people who are affected the most, the artisanal miners, the 26,350 gold miners, the overall artisanal mining industry, to give them a better life, to give them a better opportunity to have the resources so some credible company like ours, a JV partnership, can pay them the best price in a more ethical and transparent way. This is important. That is what we should take today. Thank you so much. Je crois que je suis le plus à l'aise par cette question, vu que je ne suis pas politique. Oui. Le fait que je suis économique, c'est beaucoup plus facile. Madame a voulu savoir d'abord c'est quoi l'organigramme de Primera Gold. Je vais commencer par ce qui est compliqué pour dire ce qui est facile. Primera Gold doit travailler de manière serrée avec plus de 30 000 créseurs qui sont aujourd'hui situés, divisés dans plusieurs zones d'exploitation artisanale. Ça, c'est la première des choses. Ce sont les bénéficiaires directs déjà de ces partenariats. Pourquoi? Parce qu'au final, ils ne savaient pas à qui vendre, ou ils vendaient à de mauvaises personnes, ou ils vendaient à des personnes qui, à leur tour, faisaient de la fraude. Quand vous quittez la chaîne des créseurs, vous avez les négociants. C'est aussi des centaines de personnes qui sont les bénéficiaires directs de ces partenariats, comme je l'ai dit, qui étaient des victimes des assassinats ciblés. Et aujourd'hui, ce sont les plus bénéficiaires du projet. C'est ce que j'ai commencé par appeler la classe moyenne, qui va finalement retrouver une des solutions la plus stable. L'organigramme de la société, c'est beaucoup plus facile. C'est une société, comme on l'a si bien dit, c'est une joint venture avec les deux pays, où on a un conseil d'administration. Et là, vous avez les CEO. Et quand tu descends entre les CEO, tu as le CFO. Et là, au milieu, tu as exactement l'auditeur interne de la société. Quand tu vas de l'autre côté de la barre, tu vas trouver qu'il y a l'administration, les ressources humaines, et vous mettez la logistique. Et quand tu prends l'autre ligne, tu as finalement les opérations, la partie qui est la plus importante. Ces opérations qui sont gérées de manière directe par le CFO, parce qu'il prend d'un côté le finance et la gestion du caisse, et il prend de l'autre côté le labo, et n'est-ce pas, et le stockage de l'or. Et quand tu descends beaucoup plus bas, finalement, au niveau de l'administration, tu as Charrois et tu as tous ceux qui suivent. Donc, en termes clairs, et si, madame, il y a ceux qui voudraient encore postuler, on n'a même pas fini à engager chez Primera. Donc, c'est toujours ouvert. Vu que c'est une nouvelle société, on croit qu'il y a de manière directe, il y aura aussi beaucoup plus de contrats qui pourront, n'est-ce pas, qui créera, n'est-ce pas, des travaux, comme je l'ai dit, des contrats directs. Pourquoi on a choisi économiquement, pourquoi Dubaï ou Abu Dhabi? Déjà, il venait de l'expliquer, les Dirkaba. Politiquement, je comprends, mais de manière économique, nous avons affaire à une raffinerie nationale qui est cotée en bourse, qui a une possibilité sur une chaîne de plus de 170 milliards, finalement avec une stabilité. Et je crois qu'il n'y a pas plus stratégique que de faire un partenariat avec une société cotée en bourse, parce qu'il y a plusieurs exigences au niveau de la diligence. Ce qui veut dire que nous tous, on se retrouve dans une même boîte, où de l'autre côté, tout le monde est censé, n'est-ce pas, aller au plus bas de la chaîne. Tout le monde est censé, n'est-ce pas, résoudre les problèmes au plus bas. Vous allez être surpris, voilà même la raison pour laquelle Primera, la première des choses qu'il a dit, comme nous avons affaire à plus de 30 000 créseurs qui sont dans l'artisanat de l'or et qui constituent comme maillot faible, on va commencer, n'est-ce pas, par des assurances par rapport en cas d'une gamme d'assurance, et dont seront même les bénéficiaires, leurs conjoints, qui, au final, ils n'ont pas la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir des assurances sociales. Et on croit qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup plus
davantage de ces partenariats de manière économique aussi que politique. Moi, je ne vais pas entrer dans la politique. Économiquement, ça explique avec une capacité financière, avec une expertise qui est sur place. Et ce qui manquait le Congo, ce n'est pas l'or, mais c'est la capacité d'absorber cet or qui était, n'est-ce pas, produit de manière artisanale. Aujourd'hui, on a cette capacité financière, n'est-ce pas, d'absorber, ce qui expliquerait, n'est-ce pas, ces choix. Peut-être que c'est le meilleur que si on prenait le premier choix, techniquement. Je voudrais compléter le DG. Je crois que la question est un peu plus large. Que gagne la RDC dans ce partenariat, mais c'est tout à fait évident. Je ne sais pas si vous étiez là lors de la présentation. L'année dernière, en 2021, le Sud Kivu, avec tous ses comptoirs d'or, a exporté de manière officielle 23 kilos d'or. 23, toute l'année, 23 kilos. Avec ce partenariat, seulement en 5 jours, Primera est venu présenter au président de la République ici environ 29 kilos d'or. Donc déjà, vous voyez ce que ça représente comme gain pour la RDC si on s'est projeté ça sur l'année. Or, ça n'a fonctionné qu'avec les 5 premiers jours, donc l'installation de la société. Selon la projection de Primera, au bout de 3 mois, on va atteindre notre vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'on pourra exporter 1 tonne d'or par mois en RDC. 2021, 23 kilos. D'ici 3 mois, ça sera 1 tonne d'or, s'il vous plaît. Par mois. Par mois. Et les expectations, enfin les perspectives, les projections pour les années à venir, c'est 15 tonnes par an. Et donc, vous imaginez ce que ça représente comme gain pour la RDC, sachant qu'on a déjà des taxes de 0,5% à l'exportation et qu'on va créer tout un système, un écosystème économique, bancarisé et donc aussi fiscalisé. Les chiffres vont être confirmés dans les mois qui suivent, mais c'est carrément un autre monde dans lequel la RDC rentre avec le partenariat avec Primera. Une dynamique vertueuse en fait et de création de richesse. Non, exactement. Et je peux déjà vous annoncer que dans 1 ou 2 mois, nous allons faire la même chose pour le coltan. Encore une fois, madame, excusez-moi, c'est pas pour punir le Rwanda, mais c'est pour la RDC, pour le bénéfice de la RDC. Voilà. On se réapproprie nos richesses. Non, en fait, c'est comme si c'était, c'était pas naturel, c'était pas. Donc un pays ne pouvait pas décider de pouvoir exploiter ses richesses pour elle-même. Enfin, ça, enfin. Oui, mais avant de vous passer la parole, Monsieur le Président, je voudrais peut-être que le DG doit préciser quelque chose quand les gens veulent. Quelle est la structure du capital? Ah, oui. Oui, on voudrait aussi savoir ça. Je réponds rapidement. C'est une joint venture où l'État congolais a 45%, sans apporter aucun actif. Hein, parce qu'il faut vous dire que l'actif que nous apportons, c'est notre or à travers notre secteur artisanal. Mais il n'y a pas de mine d'or proprement appartenant à la RDC. C'est un secteur d'activité. Même si on sait que les artisanaux travaillent sur des mines qui appartiennent in fine à l'État congolais. Et Primera à 55%. Voilà la répartition du capital. Mais pour les autres clauses, j'allais dire, c'est un contrat minier, donc le code minier nous exige de pouvoir le publier. Donc la presse aura accès au contrat de partenariat Primera Gold. Une société de droit congolais, c'est ça qu'il faut bien dire. Bah oui, la société de droit congolais. On ne l'a pas mis dans un paradis fiscal. Non, c'est une société de droit congolais où donc toutes les clauses seront consultables puisqu'il y a une obligation de par le code minier de publier cet accord. Merci beaucoup. Vous avez ajouté quelque chose, DG, ou c'est clair? Ok. Monsieur le Président, Sid Ali, par rapport à 2 angles dans la question. The concept across, we as UAE, we're a blessed country. We've got very good leadership, and our aim is to take people from misery and help them come up. This is the compelling reason. The compelling reason is never money. We want to make a social positive impact.
So I'm spearheading the mineral resources to go into Africa. We are in 12 countries. We have operations in Tanzania, we have operations in Sudan, South Sudan, Guinea-Conakry, Angola, Central Africa. And what was the compelling reason with DRC? First of all, we have a brotherly nation. We feel that the time is today. We don't feel that the time was 20 years ago. Why do we feel that? We feel that the government today, including the president and his cabinet, are forthcoming, open to suggestions to create a new paradigm. They're willing to listen to change the dynamics. So we look at what would our emotional bank account look like, not our bank account. What impact can we make to the people on the ground? So when we started looking at DRC, this is the only country, and I don't want to say this in spite, Your Excellency, but 99% fraud. We've never seen this. I've seen 30% fraud, I've seen 40% fraud. You can see, Yeah. because I already said it. But that's what I'm saying. 99% in an area which is, I mean, it's like a province. And all the concentration of fraud is in one city, and yet the system is collapsed. So this is where we can have bank on our emotional bank. So for every $1 million invested, I get lots of positive impact from the people I make change. This is a compelling reason, because we look at money as an instrument of change. I mean, it will come. If you have good partnership, money will come. So this is the reason we chose RDC. The compelling reason is the government, the positiveness, the openness from the president, from the leadership. And we are here today sending a message from our leadership saying, we want to help you guys. We want to help you so you can take your resources in your hand and you can be economically, have a better life for your people in the East and everywhere else. So that is goal. We'll do the same thing with 3T. We'll do the same thing with copper and cobalt. We want to make a transformational change, and this is why we want to create a partnership. I don't know if you've answered your question to the young lady. Je crois que je suis en train de me rendre compte moi-même que nous avons subi un vrai traumatisme en tant que Congolais. Et je crois que nous sommes en train de nous poser des questions sur nous-mêmes en pensant à ce que les autres vont y penser, ou bien en se souciant de ce que... Non, nous sommes la RDC, ce que nous le faisons pour la RDC. Nous ne travaillons pas contre le Rwanda, nous ne travaillons pas contre l'Ouganda, nous travaillons pour la RDC, pour une simple raison, c'est que ces matières premières se trouvent en RDC. Maintenant, quand on nous pose la question de savoir qu'est-ce que nous, on va faire pour qu'eux ne puissent plus exploiter notre or. C'est ce que nous avons expliqué ici depuis... De long en large. Mais je voudrais rajouter autre chose. C'est que nous le faisons d'abord pour une chose. C'est pour qu'on ait la paix à l'est de notre pays. Mais demain, et c'est ça la vision du président de la République, c'est que nous devons travailler dans des perspectives à long terme. Rien n'empêche demain que le Rwanda, peut-être avec un autre président, l'Ouganda, peut-être avec un autre président, peut-être aussi... Inch'Allah. Et non, peut-être aussi en République démocratique du Congo, il y aura un autre président. Donc je me projette dans 30 ans en se disant, voilà, il y a une entreprise conjointe où le Rwanda a mis ses billes, où l'Ouganda a mis ses billes pour qu'on exploite ensemble des matières premières et qu'on l'exporte ensemble. La dame est française. Je pense que dans l'actionnariat de Total, qui est une entreprise française, nous avons une partie belge via CNP qui appartient à M. Albert Frère. Et c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises en Europe. Il ne faudrait pas qu'en RDC, on commence à croire que nous vivons dans une forteresse. Non, ce que nous faisons, c'est d'abord pour gagner la paix. Et ensuite, rien ne nous interdit de pouvoir être en partenariat avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec la Centrafrique, avec le Congo-Brazzaville, puisque nous sommes en partenariat avec les Émirats Arabes Unis qui sont à des milliers de kilomètres du Congo. Donc, c'est ce traumatisme, je crois même africain, et je pense que c'est même le cas pour le Rwanda.
on leur a fait penser qu'ils étaient supérieurs aux autres et qu'ils avaient vocation à dominer leurs voisins africains, et que, voilà, on est entré dans un cycle de guerre qui détruisait l'Afrique, qui a occasionné des millions de morts en République démocratique du Congo, mais ça n'a pas empêché à ce que notre or arrive aux Émirats arabes unis et fasse la prospérité de ce pays-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit réellement. Donc, il faudrait qu'on puisse se dépasser et qu'on se dise, nous avons été entraînés par le Rwanda notamment dans des pratiques rétrogrades, barbares, des siècles anciens et j'allais dire immémoriaux, non, pas du tout, des siècles de barbarie, et que nous avons vocation à nous projeter dans un futur radieux, un futur qui construise l'Afrique, un futur qui permette le développement harmonieux de nos pays et de nos peuples. Et c'est ça le discours, et c'est ça la vision du président de la République. Absolument. Voilà. Que c'est vraiment, retenons que c'est un partenariat pour le Congo, voilà, et pas contre. On ne construit pas quelque chose à long terme, une dynamique positive, en s'érigeant contre. Non. Mais il se fait que ce partenariat pour le Congo va bloquer les intérêts des autres. Mais si ces intérêts étaient contre nous, bah, tant pis pour eux. Nous, on défend nos intérêts. Et s'ils sont d'accord d'entrer en partenariat avec nous, ce que le président a déjà d'emblée proposé, puisqu'on fait comme si on oublie qu'il y a eu des accords signés pour l'exploitation de l'or entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC, et la RDC a dû annuler ce partenariat. Et donc, nous sommes toujours ouverts, nous travaillons d'abord pour les intérêts du Congo et de sa population, et demain, pourquoi pas un partenariat avec le Rwanda, y compris, si et seulement si, ils sont d'accord pour un partenariat équitable, comme on l'a dit là, gagnant-gagnant, transparent, et que ça ne soit pas qu'on vienne avec des armes et des terroristes venir s'accaparer des richesses de son voisin. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le DG, Joseph, une question sur la façon dont la population, comment elle va en profiter. Vous l'avez déjà expliqué un peu avec cette organisation, cette structuration du monde des orpailleurs artisanaux, mais peut-être la question de madame, c'est plus, de monsieur, pardon, c'était, est-ce que la sensibilisation sur le terrain a déjà commencé et vous voyez des changements? Bon, répondez en français ou en anglais parce que le Swahili, malheureusement. Le wakama batu bananza kuwa sensibilize eke inaonekana ke ni faida ya watu wote juu ya initiative ya centre iko specialize juu ya kununua madini, na itakuwa inasaidia sana sana ba negosiaji alisema wafanya madini wenye walikuwa wanafaidika tangu zamani bila kufanya hiyo system ya traceability. Sasa anauliza kama kwa leo watafaidika namuna gani? Watafaidika namuna gani? Ile walikuwa wanafanya tunaita ni walikuwa wanatumika munjia ya yenye haiko ya yenye tunaita fraud mkifaransa. Tunaita fraud, ilikuwa na expose wafanya madini kila mara, ndio tulisema mu assassinats ziko ciblé. Le fait que walikuwa nakuwa na madini wala wanakuwa na pesa, balikuwa ma cible facile ku batu yoyote. Et du coup, ça c'est un partenariat qui va permettre finalement que les négociants qui vont finalement se retrouver dans un chemin où ils peuvent aller vendre sans avoir de l'inquiétude. Je vais peut-être vous surprendre qu'il y a de ces négociants, à chaque fois qu'ils allaient vendre à des sociétés dont les bénéficiaires sont des étrangers à l'époque, et s'il arrivait qu'ils ne sont pas payés, ils ne savaient pas malheureusement comment venir faire payer. Je vous épargne des listes de plaintes de tous les négociants qui se sont fait escroquer par ce schéma. Parce que finalement, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Il n'y a pas moyen d'aller se plaindre que je suis allé vendre l'or et que ça fait 1 mois, 2 mois ou 5 ans qu'on ne m'a pas payé. Voilà, aujourd'hui, on leur donne la possibilité, n'est-ce pas, de protéger cette richesse qu'on a. Est-ce que Ouattara gagné exactement? Ça, c'est un projet qui est en train de promouvoir la classe, finalement, la classe moyenne. Parce qu'il s'agit de l'État. L'État fait partie de la solution cette fois-ci. Est-ce qu'on va empêcher les pays voisins d'exporter l'or? Je vous dirais non.
mais nous allons tout faire pour que l'or qui vient, qui est extrait chez nous, soit exporté par le centre spécialisé que l'État vient de mettre en place. Franchement, s'il continue à exporter des tonnes, pas de problème, mais tant que nous savons capter ce qui vient de chez nous, les canaliser et l'exporter, c'est ce que nous voulons. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Bien sûr que oui. Et si on n'essaye pas, comment on va arriver? Je ne suis pas très fort en français, mais il y a celui qui a dit que le difficile, n'est-ce pas, c'est schéma, quelque chose comme ça. Il y a eu des expressions qu'on a dit là. Donc à ce moment-là, allez-y comprendre que le schéma que nous avons aujourd'hui, nous sommes tellement très fiers qu'enfin, on peut exporter officiellement l'or artisanal venant du Congo. Et si vous ne le savez pas, même les 23 kilos, allez-y, allez vous renseigner. Officiellement, ça ne venait pas du Congo. Quand ça traversait, c'est fini, on changeait de destination. Même les 23 kilos, ce n'est pas listé sur le pays Congo. On change les noms. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois ce partenariat est si important que l'argent que l'État va gagner. L'État gagne sur une réputation internationale. L'État gagne finalement l'or artisanal pourra être finalement consommé sur le marché international. Non, aujourd'hui c'est Abu Dhabi. Demain, ça sera finalement l'Europe. Vous pouvez demander à ceux qui sont dans l'Union européenne, ils n'acceptent pas ou ils n'acceptent pas l'or du Congo. Et finalement, s'il y a l'or qui transite chez eux, c'est avec un autre nom. Aujourd'hui, tout le monde finalement peut avoir un acheteur dans un pays qui est sur l'espace Schengen et il va exporter avec ce qui vient de se passer ici. C'est parce que finalement, nous avons une raffinerie qui est listée au niveau international et qui dit, mais ben, voici la route, elle est grandement ouverte. Est-ce qu'on y gagne? Oui, bien sûr que nous y gagnons. Est-ce que ça vaut la peine? Je vous dirais, franchement, si on se repose la même question, donc on refuse de croire à ce qui se passe dans ces pays. Je ne suis pas politicien et je n'ai pas envie de l'être, mais je dis les choses économiquement. De la façon dont ça se passe, s'il y a des projets pareils qu'il faut faire, il faudra le refaire autant de fois. Vous croyez qu'il y a un investisseur qui accepterait d'être sur l'échelle de plus de 1 milliard, avec tout le risque, pour gagner, je ne sais pas combien, 0 point quelque chose? Je ne pense pas. C'est parce qu'il y a cette réputation dans les deux pays, comme l'a dit les Dirkaba. On se retrouve dans une même box, on a des possibilités. Soit on fait la ligne droite, nous avançons, ou dans les cas contraires, c'est le monde entier qui va nous tomber sur nous. Et je suis très content que la décision aujourd'hui, elle me semble la plus importante et que finalement, on va valoriser ce que nous appelons tout le temps le maillon faible de la chaîne. Les maillons faibles, ce sont tous ces créateurs. Ce sont tous ces gens finalement qui créaient et qui ne pouvaient pas vivre de ces efforts. Peut-être que vous ne les avez jamais vus, mais les photos, peut-être que ça montre beaucoup mieux. Il faut arriver dans le site, je vous assure que vous n'aurez plus de questions. Vous allez rentrer, vous n'aurez plus de questions. Et vous allez être les premiers à dire, si on sait faire de tels contrats, où l'État peut accepter de céder sur les taxes. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir 5% sur 23 kilos. Vaut mieux avoir 0% et les gagner sur les dividendes que de croire que vous avez gagné 5% sur 0. Je préfère avoir un sur ça qui est économiquement beaucoup plus important. Donc, je continue à dire que tant qu'on a des projets où l'État congolais, il a 45% et que finalement, il y a celui qui amène l'argent avec tous les risques possibles et finalement, il prend 55%. Je crois que c'est la chose l'idéal, ce qui serait la chose la plus importante et ce qui pourrait, n'est-ce pas, booster l'artisanat qui souffrait de ces souffles que l'État, sur sa chaîne, l'État avait déjà résolu un problème en disant vous, les communautés locales, vous pouvez vous constituer dans des coopératives minières. L'État a décidé de les donner des zones d'exploitation artisanale et l'État faisait confiance au privé. L'État faisait confiance que finalement, ces mêmes artisanaux pouvaient, n'est-ce pas, trouver ou pouvaient vendre au privé. Mais les privés, ils ont aussi, en effet. Ce n'est pas les messieurs qui est dans les trous 24 qui fait la fraude. Non, ce sont les sociétés qui sont constituées. Aujourd'hui, je me dis, l'État, je crois qu'il a résolu un problème en disant, moi-même, je fais partie. En disant aux artisanaux, maintenant, venez là-bas. Il y a un centre spécialisé pour ça.
venez vendre vos minéraux là-bas. Je serais très content si on peut le mettre dans toutes les provinces, dans tous les secteurs artisanaux. Je crois que ça pourrait faire changer les choses et ça serait une nouvelle histoire qu'on est en train d'écrire. Info 243 au cœur de l'actualité.